Nous sommes dans une guerre et cette guerre, nous devons la gagner parce qu'il en va tout simplement de ce que nous sommes profondément. On avait commencé l'an dernier. Donc l'an dernier, je vous avais un peu entretenu de la question, c'est comment devenir des bons spin doctors. C'est-à-dire des gens qui seraient doués pour retourner autrui. Retourner, c'est-à-dire faire changer d'avis. Ça n'a rien à ça. Mais là, bon, il s'agit comment dire ça, je vais vous parler en fait plutôt de comment devenir des bons ingénieurs sociaux. Donc c'est un petit peu, c'est encore plus, je dirais, ambitieux, puisque bon, l'ingénierie sociale consiste pas simplement à faire changer d'avis autrui, mais carrément à le transformer. Cette transformation est censée être définitive. C'est ça l'ingénierie sociale. Ce qui distingue l'ingénierie sociale de la manipulation, c'est que la manipulation, c'est ponctuel. L'ambition, le projet n'est pas de transformer la nature de l'être social que vous avez en face de vous. Donc, en général, les spin doctors ont des missions ponctuelles, que ce soit à l'OTAN, que ce soit dans les services secrets, ils sont là pour en fait, faire des opérations comme ça, je veux dire limitées dans le temps. Il s'agit par exemple, c'était un spin doctor de l'OTAN qui s'appelle Jamie Shea, qui avait participé à des émissions aussi, où il avait effectivement expliqué comment il avait travaillé pour retourner l'opinion européenne en faveur de la guerre en ex-Yougoslavie. Puisque les opinions publiques n'y étaient pas favorables, donc l'état-major, le sommet de l'OTAN s'est légèrement alarmé de cette situation, et donc ils ont fait appel à ce monsieur qui s'appelle Jamie Shea, S-H-E-A. Et il s'était expliqué de manière en fait très honnête sur le travail qu'il avait accompli. Et, voilà. Mais là, on va au-delà de ça. Là, j'ai envie de parler d'ingénierie sociale. Ça reste dans le cadre de la réinformation, puisque bon, malgré tout, ça concerne la question de l'information, de la désinformation et là aussi de la réinformation. Donc ce que j'ai appelé neuropiratage aussi, ça va dans ce sens-là. Donc c'est le titre que j'ai donné au livre qu'on a fait à AER, aux éditions Contre-Culture. Le neuropiratage. Un autre terme aussi, c'est conduite du changement. Là, c'est directement un terme issu du management. Conduite du changement, changement dirigé, par exemple. Alors ensuite, bon, les managers aiment bien édulcorer leur phraséologie pour ne pas éveiller de soupçons. Donc il y a le terme d'aide au changement qui est apparu. Et qui a l'air en quelque sorte un peu, je dirais, c'est un peu le bon samaritain qui va aider une entreprise, qui va aider un individu à changer, alors que la plupart du temps, en réalité, quand on regarde concrètement leur mission, ça consiste en fait effectivement à transformer une culture d'entreprise, mais pas dans le sens, je dirais, voulu par l'entreprise, mais dans le sens voulu par les actionnaires en général, et qui ne va pas forcément dans le bon sens. Donc en réalité, une entreprise qui marche peut être l'objet d'une opération de conduite du changement pour la faire dysfonctionner volontairement. C'est souvent ça aujourd'hui le management. Mais ce dysfonctionnement intentionnel représente un intérêt à un niveau ou à un autre. Mais pour des gens qui, en quelque sorte, ne sont pas directement concernés par le sort de l'entreprise. Donc un cas concret, c'est effectivement il y a quelques années, j'étais en contact avec des gens qui travaillaient dans ce domaine-là. Il y en avait un qui était sur une mission longue à la RATP et dont le métier consistait à faire accepter aux contrôleurs du RER en région parisienne des réductions d'effectifs, de passer par exemple de 3 à 2,
ou de 4 à 3, ou enfin bref, en tout cas de passer, de réduire leurs effectifs, y compris sur des sections parfois dangereuses physiquement, hein, parce que voilà, on en est là aujourd'hui, hein, Paris c'est le Bronx, quoi. Et donc, bon, quand vous êtes 4 contrôleurs dans le RER, forcément vous avez moins peur que quand vous êtes 2. Voilà. Bon, donc effectivement, la RATP n'a pas été jusqu'à... Alors, le RER, vous savez ce que c'est là, c'est plus que le train, quoi. Enfin, c'est entre le train et le métro. Bon, le métro, c'est en fait un réseau assez limité, mais bon, après il y a les trains de banlieue, puis les trains pour venir jusqu'à Lille. Mais entre les deux, donc il y a le RER, qui est une espèce de train qui va très loin en banlieue, mais qui va pas jusqu'en province. Bref, donc la mission de ce consultant en management consistait essentiellement à boire des cafés avec les contrôleurs de tickets, hein, voilà, tout simplement, et puis donc à s'imprégner de leur culture d'entreprise pour ensuite la pirater et réussir, et proposer à la direction le discours qui permettrait à cette même direction de baisser les effectifs des contrôleurs RATP sans provoquer de réaction, c'est-à-dire sans provoquer de grève ou de manifestation quelconque. Donc, en gros, c'est voilà comment on va lubrifier le suppositoire et pour le faire passer le plus facilement possible. Voilà, c'est ça essentiellement en fait, hein. Et ça, c'est de l'ingénierie sociale puisque on va vous modifier. On va vous modifier la tête, quoi, en fait. Enfin, on rentre dans votre culture, c'est-à-dire dans votre intimité. Là, en l'occurrence, c'est juste une culture d'entreprise, mais les services secrets font ça aussi avec les cultures nationales, hein, les cultures populaires, etc. Ils le font, les preuves existent, hein. Donc, puisque en réalité, bon, en fait, c'est présenté sous d'autres termes, évidemment. Je veux dire, quand c'est la CIA qui fait ça et qui communique là-dessus, quand c'est l'OTAN qui en parle, ils présentent ça autrement. Ils vont parler de libérer telle population de son dictateur, etc., etc., quoi. Mais en réalité, c'est ça, c'est transformer une culture nationale en fait, en la piratant, quoi. C'est-à-dire en avançant sous couvert d'autre chose. Donc sous couvert d'idéaux humanitaires, les droits de l'homme, etc. Et voilà, donc il faut et bon là vous voyez bien que effectivement tout repose sur l'information, à tel point que au bout d'un moment en fait l'information, hein, c'est-à-dire les représentations qui circulent entre nous, peuvent se retrouver en décalage complet avec la réalité de ce qui se passe. Au nom des droits de l'homme, finalement, en fait on fait se dégrader la situation des droits de l'homme. Et, et de la même façon, au nom par exemple, pour reprendre l'exemple du consultant dont je parlais, au nom de l'optimisation du fonctionnement de telle entreprise, en fait, on dégrade le fonctionnement de cette entreprise. Ensuite, à qui ça profite, hein, à qui profite le crime? Bon, ça peut être effectivement à des actionnaires qui se disent mais on va peut-être comme ça privatiser ou on va réussir. Alors parfois ça peut être encore plus machiavélique, hein, c'est juste pour augmenter la criminalité. Je veux dire, faut quand même être conscient de ça, hein. Ça peut être un objectif, hein, c'est-à-dire mais l'augmentation de cette criminalité ou de cette délinquance dans le RER parisien permettra indirectement de produire d'autres effets dans un autre champ de la société, et voilà, et tout ça, ça se règle, comment dire, en petit comité, puisque bon, les directeurs de toutes ces grosses agences nationales se connaissent, se fréquentent, en dehors, hein, des heures de travail. Voilà. Bon, c'est essentiellement là que ensuite les décisions se prennent, hein, de toute façon. Que ce soit dans les think tanks, dans les lobbies, dans tout ce que vous voulez, dans les loges, ou je ne sais où. Mais bon, au bout d'un moment, quand on reconstitue, effectivement, quand on a une vision un peu panoramique des choses, on voit bien la cohérence, hein. Je veux dire, voilà, c'est toujours plus de précarité, toujours plus de violence, toujours plus d'insécurité, parce que effectivement, ça permet de privatiser toujours plus. Après avoir détruit l'outil du service public, on a un bon prétexte pour dire, eh bien, écoutez, voilà, on va pouvoir rattraper la situation, parce que finalement, cet outil du service public n'est pas fonctionnel, enfin, il n'est pas efficace. Le problème, c'est qu'en réalité, on l'a détruit auparavant. Voilà, et donc, bon, là, on baigne là-dedans depuis maintenant des dizaines d'années, en réalité, en France, hein, et c'est un peu partout, dans tout le monde occidental. Et donc voilà, mais vous voyez bien que là, en fait, on n'est pas simplement dans des opérations effectivement limitées dans le temps, dans des opérations, on est vraiment dans un programme de transformation générale de la société, et
et irréversible. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que, bon, la propagande, la désinformation, tout ça, en fait, c'est réversible. Et il n'y a pas vraiment, de la part des consultants dans ces milieux-là, quand ils ont des missions ponctuelles, bon, ils ne réfléchissent pas au-delà de ce qu'ils sont payés pour faire. Mais bon, l'ingénierie sociale va au-delà de ça, et donc ça consiste effectivement à transformer de façon irréversible un être social. Donc c'est du retournement définitif, hein, c'est du super spin, quoi, en fait. Donc pour que cette transformation soit définitive, il faut donc toucher non pas les contenus, hein, mais le contenant. C'est-à-dire que la désinformation classique touche les contenus. Mais là, moi, mon but, c'est pas de vous désinformer, c'est de transformer votre fonctionnement cognitif. Donc il va falloir que je touche les contenants. C'est-à-dire, il va falloir que je touche non pas au mobilier de votre appartement, mais à ses murs porteurs. Donc, il va falloir que je transforme, que je modifie les murs porteurs de votre esprit. C'est ça l'ingénierie sociale. Au moyen, donc, d'une désinformation. Évidemment, je vais utiliser... parce que si je vous laisse libre, si je vous laisse livrer à vous-même, bon, en gros, votre instinct de conservation va vous orienter sur ce qui est bon pour vous. Et donc pour entretenir les murs porteurs de votre esprit. Mon but, c'est de vous transformer contre votre intérêt. Plus exactement, c'est de vous transformer en fonction de mon intérêt. Donc votre intérêt, je m'en fous complètement. Donc c'est de vous aliéner totalement. Ce faisant, donc, je réfléchis en fait à la meilleure stratégie possible, c'est comment vous transformer dans mon intérêt, en toute indifférence au vôtre, hein, ou même éventuellement contre votre intérêt, parce que je peux même avoir une intention génocidaire, hein, je peux avoir l'intention de vous tuer, quoi, en tant que peuple, en tant que groupe, en tant que ethnie éventuellement, parce que bon, l'ingénierie sociale s'intéresse aux grands groupes plutôt, enfin bon, ça peut s'intéresser aux individus évidemment, dans les applications strictement informatiques, mais là, bon, on parle de piratage de continents entiers, hein. Là, aujourd'hui on en est là. Donc, pour parvenir à mes fins, hein, donc évidemment, c'est-à-dire modifier les murs porteurs de l'esprit d'un continent, c'est ça l'ambition, hein, c'est ça le programme, forcément, je ne peux pas vous dire ce que je vais faire. Puisque, en fait, les murs porteurs, finalement, de votre culture, je dirais nationale ou continentale, ont émergé au fil des siècles, et s'ils sont encore là, c'est parce qu'ils sont viables. Donc, je dois réussir, moi, en tant qu'ingénieur social, à contourner votre instinct de conservation qui vous dit ce qui est viable et ce qui ne l'est pas, pour vous faire croire que ce que vous savez être viable ne l'est pas en réalité, et que ce qui n'est pas viable, ma solution, en fait, est viable. Donc je dois vous faire croire quelque chose, qui est en fait assez énorme, hein, Donc, pour parvenir à cela, donc je dois mentir comme je respire, hein, donc désinformer, du matin au soir, et même la nuit, puisque maintenant on est dans vraiment l'information 24 heures sur 24. C'est là-dedans que nous baignons, hein, en Occident, c'est désinformation 24 heures sur 24. Enfin, désinformation, un seul mot, hein, pas désinformation au pluriel, non. Désinformation 24 heures, enfin H24, quoi. Et donc là, on voit bien qu'on est au-delà de la propagande, en réalité. On est vraiment dans un programme, en fait, on est dans une matrice, hein, un peu comme dans le film, quoi, dans un environnement. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir touche non pas les contenus, mais il touche le contenant. Et il touche notre environnement mental. Donc il essaye de toucher les murs porteurs de notre esprit, et pas simplement le mobilier ou la peinture intérieure, le papier peint, etc. Parce que là, à la limite, ce serait... Bon, voilà, je veux dire, c'est réversible. Le pouvoir qui rentre chez moi et puis qui repeint ma chambre, bon ben je passe derrière et je repeins par-dessus. Mais là, s'il arrive à toucher les murs porteurs, bon ben après, il peut faire de la démolition contrôlée. Hein, c'est-à-dire, en fait, retirer les bases, tout s'effondre quand il veut, et pas quand je veux. Mais voilà. Donc le pouvoir doit réussir à rentrer chez nous et en fait à poser des bâtonnets de dynamite au niveau des murs porteurs. Et tout ça, en fait, avec notre accord, en fabriquant notre consentement.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui allons lui ouvrir la porte pour qu'il rentre et qu'il pose les bâtons de dynamite sous nos yeux. Et qu'on considère ça comme non seulement normal, mais bon pour nous. Ouais. Voilà, c'est ça tout le travail de l'ingénierie sociale. Alors, dans un premier temps, il faut devenir conscient de tout ça, puis dans un deuxième temps, il faut passer à l'attaque, il faut faire la même chose. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de parler, enfin de vous transmettre comment finalement répondre à l'ingénierie sociale par de la contre-ingénierie sociale, hein, et comment, bon, déjà s'imprégner de toute cette méthodologie, et puis comment effectivement en faire, enfin devenir soi-même un praticien de tout ça. C'est-à-dire comment ensuite toucher les murs porteurs de l'esprit de l'ennemi. Alors, notre ennemi, donc, comment dire, a l'intention, effectivement, donc de sonner à notre porte, de rentrer et puis de commencer en fait à poser effectivement, des charges, hein, pour ensuite faire la démolition contrôlée de notre appartement. Il n'a pas l'intention de rentrer par effraction. Hein. Je veux dire, ceux qui rentreront par effraction sera après. Mais d'abord, notre ennemi prioritaire, numéro 1, il va rentrer chez nous donc avec notre accord. Bon, là vous comprenez bien que il y a une condition sine qua non à remplir pour que nous lui ouvrions la porte, je dirais sans être en quelque sorte, impressionné ou sans effet de recul, enfin sans être effrayé, quoi. C'est la question de la confiance. Bon, j'en avais un petit peu parlé l'an dernier, hein, c'est-à-dire que voilà, la base de l'ingénierie sociale, c'est inspirer la confiance. Si vous n'inspirez pas la confiance, vous pouvez rien faire. Hein. C'est-à-dire que vous avez affaire à un mur, quoi. En fait, c'est-à-dire les gens ne vous ouvrent pas la porte, ils vous laissent pas rentrer chez eux, etc. Donc voilà, vous vous retrouvez coupé en fait de vos moyens d'action. De la même façon, alors dans les applications en informatique, hein, en piratage informatique, il s'agit de reproduire à l'identique le site, par exemple, d'une banque, voilà, et qui vous demande de rentrer vos codes parce qu'il y a un problème, etc. Donc en fait, voilà, on essaye donc par usurpation d'identité, là en l'occurrence, c'est on usurpe une identité. Le pirate va usurper l'identité de votre banque et va abuser de votre confiance. Donc là, dans les techniques d'ingénierie sociale vraiment issues du piratage informatique théorisé là, depuis les années 2000, ça revient tout le temps, hein, c'est usurpation d'identité. Sur Internet, bon, ça pose de plus en plus de problèmes, et abus de confiance. Donc ça, bon, souvent les gens qui tombent dans le piège, c'est les gens qui n'ont pas une pratique de l'internet très développée, quoi, et qui ils voient en fait un message, je sais pas quoi, de la BNP ou de je ne sais qui, et puis bon, ils font confiance spontanément parce que voilà, ça ressemble. C'est en fait, c'est souvent en fait le piège, effectivement. Bon, enfin quand on a l'œil un peu aiguisé, on se rend bien compte que en fait cette page qui nous est envoyée ne vient pas réellement de la BNP ou du Crédit Agricole. Non, non. En fait, il y a des petits détails qui montrent que c'est une imitation faussaire. Mais bon, les gens un peu naïfs, bon, bah, ils tombent dans le piège, ils rentrent leur code, etc. Puis bon, bah, après, voilà, toutes leurs économies sont transférées. Il y a des virements ou je sais pas quoi. Donc là, nous avons... donc voilà, moi, si je me positionne là par rapport à vous en tant que... faisant de l'ingénierie sociale, donc je dois impérativement, alors au minimum, ne pas éveiller de la méfiance. Ça, c'est le minimum. Donc, voilà, je dois être passé inaperçu, ne pas être vu. Dans l'idéal, il faut carrément que j'obtienne votre confiance. Et donc, bon, alors là, bon, je sors des applications strictement informatiques en piratage, etc. Et puis je reviens donc dans, on pourrait dire, l'activisme politique. Hein, c'est-à-dire qu'on va appliquer ça, on va transférer les compétences pour faire du prosélytisme politique, puisque bon, il s'agit de sauver notre peau. Hein. Aujourd'hui, là, les campagnes de puçage électronique sont en cours, etc., etc. Enfin bref, les problèmes, vous les connaissez. Si vous êtes là, c'est que vous êtes relativement conscient de la situation, d'urgence mondiale, quoi. Voilà, il faut en fait appliquer tout ça dans le champ donc de la pratique politique, sachant que bon, on n'a pas les moyens, évidemment, de la Fondation Rockefeller ou Rothschild ou des banques qui eux ont des milliards de dollars à dépenser.
Nous, qu'est-ce qu'on peut opposer à cela, hein? En fait, bon, alors mon slogan, c'est face aux milliards de dollars, face aux millions de dollars, il faut être des millions de gens. C'est parce que si on arrive à s'organiser, à travailler en synergie, on peut opposer un front relativement structuré et organisé, et donc en distribuant les tâches, hein, effectivement, bon, on peut faire un contre-pouvoir, opposer un contre-pouvoir aux millions de dollars. Parce que quand vous avez l'argent, évidemment, il vous est très facile de lancer des campagnes promotionnelles, et d'acheter des encarts publicitaires, d'acheter du temps de cerveau disponible, hein, comme disait le patron de TF1. Et donc, une personne peut faire le boulot de 50 personnes. Mais quand on n'a pas l'argent, ben, il faut être les 50 personnes. C'est-à-dire en termes de diffusion de l'information. C'est-à-dire en termes de réinformation. C'est-à-dire face à la désinformation donc du pouvoir qui, avec une personne, fait un travail de désinformation de 50 personnes, en face, nous devons être 50 personnes physiques à réinformer, puisqu'on n'a pas le capital qui permet de simuler les 50 désinformateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une question, c'est que quand on n'a pas le capital financier, il faut le capital humain. C'est le seul moyen de contrebalancer. Hein, le capital humain est le seul moyen de contrebalancer le capital financier. Sinon, bon, enfin voilà, quoi, on est mort, quoi. Et pour ça, il faut être effectivement face aux millions de dollars, il faut être des millions de gens. Mais coordonné, structuré, organisé, hein, avec effectivement un travail en synergie, dans la mesure du possible. Évidemment, il y aura toujours des nuances, il y aura toujours des conflits d'ego, etc. Mais bon, ça fait partie du quotidien. Et donc, voilà, nous devons passer donc en gros à l'attaque, mais en même temps, bon, c'est pas à l'attaque, c'est la défensive. Hein, il faut organiser la défense, sachant que le pouvoir s'autodétruit de toute façon. Donc en fait, une bonne défense est suffisante en réalité. Mais il faut que cette défense soit de fer. Il n'y a rien qui passe. Et donc, il faut donc organiser la réinformation. Et pour organiser la réinformation, il faut, comment dire, ne pas provoquer, enfin, donc il faut en quelque sorte diffuser la réinformation le plus largement possible autour de nous. Donc, effectivement, faire du prosélytisme. Comment être un bon prosélyte? Puisque finalement, la question, enfin là je reformule la question, hein. Comment être un bon spin doctor? Finalement, bon, ça revient à comment être un bon ingénieur social, même si l'ingénieur social va encore plus loin, hein, puisqu'il s'agit, nous, donc d'empêcher la transformation définitive de l'être social dans lequel nous sommes. Donc forcément, on va aussi travailler sur le définitif. Sauf que le but, c'est d'empêcher la transformation définitive. Donc c'est de revenir à du définitif, enfin de travailler sur le définitif, mais pour empêcher la transformation. Donc forcément, on va être dans une dynamique effectivement d'ingénierie sociale. C'est-à-dire sur les questions de définitivité, je sais pas si ça existe définitivité, enfin en tout cas sur les questions en fait de tout ce qui sera, tout ce qui relèvera de l'être social, mais définitif quoi. Enfin, quand je dis définitif, c'est-à-dire durable, hein, évidemment. Après, je veux dire, bon, les choses, comment dire ça, enfin, il y a aussi des peuples qui disparaissent au cours de l'histoire, quoi. Mais bon, là, en l'occurrence, on n'est pas dans une disparition des Européens, je dirais, par leur mort naturelle. Là, on est dans un processus accéléré. On est dans un génocide des Européens aujourd'hui. Donc, qui dit génocide dit effectivement mort définitive. Là. Bon, c'est pour ça cette notion-là, en fait, doit vraiment être présente. Quoi. Il faut s'inscrire dans le long terme. C'est ce que je veux dire. Si on n'inscrit pas notre travail de prosélytisme, enfin de réinformation dans le long terme, en fait, on reste, je dirais, friable. On reste finalement dans une forme d'incertitude, dans une sorte comment dire ça, de timidité. Voilà, donc non, il faut s'inscrire vraiment dans l'infini, enfin dans l'éternité, donc dans le long terme, donc dans le définitif. Ça, c'est une question, là je dirais, c'est un peu du coaching psychologique, quoi. La gestion du tonus émotionnel, comment on se positionne par rapport au pouvoir et comment on se positionne par rapport à ce qu'on veut. Bon, moi je veux du définitif. Ce que je veux, c'est de la stabilité. C'est pour ça que je me revendique anticapitaliste, le capitalisme étant le culte du précaire, de l'instant, de la vitesse, voilà. Pour ça, donc, alors,
pour être un bon prosélyte, hein, un bon ingénieur social, etc., donc je dois inspirer la confiance, hein, si je veux que mes éléments de langage, hein, puisque l'information repose sur des éléments de langage, toujours. Même si l'information est constituée d'images, en réalité, une image toute seule ne signifie rien. Donc de l'image signifiante, forcément, sera inscrite dans une narration. Et donc on revient finalement à des mots. C'est-à-dire une structure syntaxique avec des images qui se suivent et qui en fait construisent un scénario. Donc en fait, même quand les mots n'apparaissent pas explicitement, même quand il n'y a pas de légende, hein, aux images, en fait, le scénario, la narration est implicite. Mais il n'y a pas, enfin, en réalité, l'image est toujours subordonnée à des mots, à des éléments de langage, hein. Donc en fait, il faut se placer à ce niveau-là. Alors comment inspirer, enfin comment donc diffuser nos éléments de langage, puisque ça revient à ça. Donc là, je passe mon temps à traduire ce que je dis en fait. Telle chose égale telle chose égale telle chose, mais bon voilà, ça forme un ensemble cohérent. Donc comment, donc voilà, c'est en inspirant la confiance. Et donc, puisqu'on parle d'information, de réinformation, eh bien, à un moment, il faut aborder la question des sources. Alors, quelles sont les sources d'information qui inspirent confiance? Voilà. Tout est là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous utilisez des sources qui n'inspirent pas confiance, vous n'arriverez pas à transmettre vos éléments de langage. Donc, vous n'arriverez pas à réinformer. Vous n'arriverez donc pas à vous créer des amis pour venir, en quelque sorte, alimenter, enfin, venir garnir la défense que nous devons construire la plus solide possible contre le mondialisme et le transhumanisme et toutes ces choses. Puisque notre terrain, enfin, je veux dire, ce ne sera pas effectivement les millions de dollars, ce sera les millions de gens. Et si on peut aligner des millions de gens en face des millions de dollars, eh bien, nous gagnerons. Parce que les millions de dollars, fondamentalement, sont plus fragiles que les millions de gens. Ils se briseront sur les millions de gens. Mais pour des millions de gens coordonnés, travailler en synergie, hein, il faut donc que, en fait, l'information circule, donc nous devons effectivement travailler sur la circulation de l'information et surtout la conviction. C'est-à-dire qu'il faut réussir à persuader un maximum de monde. Alors donc il faut travailler sur en fait les stratégies de persuasion. Et donc je reviens, je me répète, hein, je fonctionne un petit peu comme ça en boucle. Les stratégies de persuasion, en fait la persuasion ne peut se faire, alors quand elle n'est pas clandestine, hein, évidemment, ça c'est le titre d'un ouvrage célèbre de Vance Packard, La persuasion clandestine, qui date des années 50, et bon c'est l'anecdote là très célèbre, c'est un sociologue Vance Packard américain, et qui s'est rendu célèbre avec ce livre où il montrait que dans certains films projetés aux États-Unis dans les années 50, il y avait une photo de Coca-Cola, une bouteille de Coca qui était insérée toutes les 25 images. Et donc il y avait un effet subliminal qui donnait ensuite envie aux gens qui étaient dans la salle et qui avaient vu le défilement des images, mais dont le cerveau avait enregistré l'image de la bouteille de Coca-Cola, mais inconsciemment, qui leur donnait envie ensuite, à l'entracte, d'acheter une bouteille de Coca-Cola. Donc là, en fait, Vance Packard s'est spécialisé sur les questions donc, de persuasion clandestine et d'influence subliminale. Donc bon, nous, on n'a pas ces moyens-là non plus. Ou alors, en fait, on peut se les donner, mais on n'a pas les moyens de projeter des films, etc. Donc il va falloir aussi agir, éventuellement, de façon subliminale. Alors là, c'était un peu l'objet de la conférence de l'an dernier, hein. C'est comment devenir un peu un expert des figures de style. C'est-à-dire comment suggérer les choses sans les dire clairement. Puisque parfois, quand on détecte que notre interlocuteur sera difficile à persuader, pour obtenir sa confiance, il faut y aller lentement. Hein, donc il y a des étapes à franchir avant de pouvoir communiquer, enfin de discuter librement. Donc progressivement, pour faire bouger quelqu'un, pour conduire son changement, il va falloir effectivement procéder de façon subliminale, donc, mais toujours en inspirant confiance. Donc c'est là où la question des sources devient cruciale. Il y a trois sortes de sources. Donc il y a les sources strictement subjectives, hein, c'est quand vous vous exprimez en votre nom propre. Je pense que, nanani, nanana. Il y a les sources objectives,
où là vous vous contentez en fait de copier-coller ce que dit, je sais pas, un article du Monde ou du Figaro. Et puis ensuite il y a les sources qu'on pourrait dire un petit peu d'autorité. C'est-à-dire en fait, vous allez dire voilà, un tel dit que, un tel pense que, mais comme c'est quelqu'un qui est reconnu comme un expert ou une autorité dans tel ou tel domaine, ça a un effet de suggestion, enfin un effet en fait de persuasion, euh, un effet de conviction. Alors, quelque chose qui doit être évité absolument, c'est les sources subjectives. Parce que ça, c'est le trollage en fait. Les trolls, enfin en gros, qu'on peut rencontrer sur Internet, hein, mais dans la vie courante aussi. Hein. Il y a des gens qui se prennent un malin plaisir, en fait, à saboter les conversations. Ça existe. Hein. Soit parce que bon, c'est leur caractère. Hein. Il y a des gens, enfin, un peu hystériques qui aiment bien justement hystériser les débats. Voilà. Et puis, donc, ensuite, il y a les agents d'influence, mais bon, on les rencontre peu dans la vie courante, parce qu'ils sont très peu nombreux. Hein. Mais eux, là, effectivement, ils sont sponsorisés par Bruxelles ou par le Mossad ou la CIA pour faire dégénérer les débats, en fait, enfin, pour hystériser les débats sur Internet. Et en fait, ils procèdent toujours de la même façon. C'est oui, mais enfin, tout est ultra personnalisé. C'est toujours un débat il y a toujours un travail pour personnaliser les échanges. Donc bon, voilà, évidemment, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix, parce que le troll, lui, il travaille en fait à saboter le débat. Il peut y avoir des débats intéressants hein, sur un forum internet. Pourquoi pas hein, mais il est pas là en fait pour faire avancer de l'information ou de la vérité. Non, il est juste là pour en quelque sorte provoquer des tensions. Donc faut pas tomber dans le piège, hein, comme on dit, don't feed the troll. Hein, ne nourrissez pas le troll. À partir de là, comment faire pour contourner ce risque d'hystérisation des débats, hein, qui consiste à toujours personnaliser. Hein, par exemple, si on parle, par exemple, je sais pas, de la Russie, on va parler de Poutine. Surtout pas de la Russie, ni de la géopolitique internationale. Non, non, Poutine, Poutine, Poutine. Si on parle du Brésil, ah oui, Dilma Rousseff, 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 Rousseff. Si on parle du temps de Chavez, fallait surtout pas parler du Venezuela, fallait parler de Chavez, 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 uniquement Chavez. À chaque fois, en fait, c'est une technique. Hein, en fait, ça consiste, c'est le chamboule tout, quoi. Et enfin, vous mettez en place des boîtes de conserve, et puis au sommet, vous avez la tête de quelqu'un, puis vous allez lancer des chaussettes, des chaussettes en boule, quoi, pour voilà, c'est ça, ou c'est les guignols de l'info, quoi. Voilà, c'est ultra personnalisé, ultra subjectif, et le but, c'est que tout le monde s'énerve. C'est-à-dire qu'en fait, là, le but final recherché là-dedans, c'est juste pourrir le débat, et c'est produire un effet d'énervement global. Pour que, précisément, là, on est vraiment dans la gouvernance par le chaos. Le but, c'est d'être purement destructif. Il faut en aucun cas être constructif. Parce que ça fait avancer, en réalité, l'agenda de certaines puissances géopolitiques. En fait. Quand on examine bien pourquoi la CIA, par exemple, a mis au point des techniques de sabotage et on a diffusé. Sur le site de la CIA, donc à intervalles réguliers, il y a des archives hein, qui sont publiées au titre du FOIA, là, le Freedom of Information Act. Et donc, bon, la CIA, effectivement, diffuse ses propres archives. Enfin, quand elle considère que, bon, il n'y a plus aucun risque, en fait. Donc là, il y a un manuel de sabotage qui a été diffusé, qui avait été écrit dans les années 50, hein, et puis qui, pour en quelque sorte faire, c'est une espèce de manuel, des réseaux gladiaux, quoi, en fait. C'était pour en fait étendre l'influence atlantiste en Europe et comment faire dans les entreprises pour empêcher les syndicats d'avancer, nanani, nanana. Bon, tout ça, on pourra le mettre en post-production, les liens, quoi. C'est un site qui s'appelle Hacking Social hein, qui parle de ça et donc je vous recommande, on mettra les liens, tout ça. Donc j'en étais oui, au sabotage volontaire, hein, donc, qui malgré tout permet, en fait, le sabotage volontaire du discours rationnel hein, permet d'ouvrir une autoroute finalement à la violence physique. Enfin, une fois qu'on n'est plus en état de se parler rationnellement, bon, il n'y a plus qu'une chose à faire, hein, c'est à frapper, cogner. Voilà. Et ça, c'est une stratégie parfaitement intentionnelle. Dans la mesure où vous pensez avoir un complexe militaro-industriel suffisant pour dominer le monde, votre intérêt,
c'est de l'utiliser, forcément. C'est de bombarder à mort, etc. Et surtout pas de rester dans le champ du droit international et donc de la communication rationnelle. C'est pour ça que le trollage n'est pas simplement une périphérique, quoi, enfin un truc un petit peu anecdotique, etc. Non, non, c'est au cœur même de la puissance euro-atlanto-sioniste, qui en fait n'a pas d'intérêt au-delà de la violence physique. C'est le complexe, on pourrait dire Washington, Bruxelles, Tel Aviv, ne travaille que comme ça. C'est irrationaliser, hystériser tout le champ cognitif, de sorte que le débat rationnel devienne vide de sens, qu'on ne soit plus en état de se parler, puisque la symbolisation, c'est-à-dire l'usage du langage, pacifie. Forcément, quand il y a des tensions, bon ben voilà, on appelle un médiateur, toc, on se met autour d'une table, on discute. En général, voilà, si les gens sont à peu près, de bonne volonté, on peut trouver des arrangements, des modus vivendi. Mais justement, alors quand votre complexe militaro-industriel est surpuissant, c'est pas du tout votre intérêt d'aller à la table des négociations. Donc, votre intérêt, en fait, c'est de bombarder, c'est de tirer dans le tas, et puis c'est tout. C'est antidiplomatique, évidemment, c'est le contraire de la diplomatie. Mais donc, bon. Et c'est pour ça que, effectivement, le concept de troll qui a émergé sur Internet, en réalité, c'est quelque chose qui est finalement très ancien. C'est une vieille stratégie qui est, à mon avis, dont on peut trouver les sources probablement déjà chez Sun Tzu et l'art de la guerre. Voilà, bon, aujourd'hui on appelle ça les trolls, voilà. Mais c'est pas anecdotique. Faut vraiment se représenter. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais dire, c'est pratiquement un modèle anti-civilisationnel qui essaye de s'imposer. Je veux dire, l'hystérisation systématique des débats avec les accusations homophobes, antisémites, fascistes, etc. C'est au-delà des techniques comme ça de contrôle social, c'est vraiment un modèle anti-civilisationnel. C'est même un modèle cognitif qui essaye de s'imposer, qui essaye d'avancer ses pions de plus en plus. Et qui est donc effectivement totalement régressif. En psychanalyse, c'est préoedipien, quoi. Je veux dire, on est dans les rivalités mimétiques, c'est-à-dire en fait dans les duels. C'est je tue. On sort jamais ou je vous, et si on reste poli, on connaît pas les gens, mais bon, il y a des langues où vous n'existe pas, en tout cas pas littéralement. Mais bref, on est dans les affrontements duels. Donc, notre intérêt à nous, c'est de rétablir du rationnel, la raison avec un grand R, la raison grecque, etc., c'est-à-dire en fait du logos, du verbe. Parce que, justement, nous n'avons pas le complexe militaro-industriel sous la main qui nous permet en fait de court-circuiter le droit international et tout ce qui va avec. Donc on va faire de l'ingénierie sociale positive. L'ingénierie sociale positive consiste à rétablir de la raison, du rationnel, de la communication rationnelle, pour justement pacifier les relations sociales, de sorte que, les pacifier, c'est-à-dire en fait faire en sorte que précisément toutes les méthodes en fait d'hystérisation du débat et donc de gouvernance par le chaos soient mises en échec. Comment réinstaurer du rationnel dans la société, dans les débats, etc. Donc je reconnecte à ce que je disais, c'est la question des sources. Quand les sources sont subjectives, en fait, elles alimentent l'hystérisation du débat. Parce qu'on est dans le je tue, on est dans le duel. Ce que René Girard a appelé une rivalité mimétique. Et là, c'est le crescendo d'agressivité, c'est quasi systématique. Lacan appelle ça l'imaginaire. C'est tout le domaine des projections émotionnelles pré-oedipiennes, amour-haine, et sans nuance. Tout ça, c'est le champ imaginaire au sens, on pourrait dire de l'imaginaire, émotionnel, et au sens des images, parce que ça repose beaucoup sur les images. L'image du corps, les images qu'on se fait d'autrui, etc. Donc il faut aller vers le logos, c'est-à-dire le concept. Parce que le concept a des vertus pacificatrices. C'est-à-dire que quand on se retrouve en fait face à du texte, et non pas à de l'image, difficile d'hystériser juste des mots, quoi. On hystérise facilement avec des images, et d'ailleurs la société du spectacle repose entièrement là-dessus.
Mais bon, quand on sort des images et du spectaculaire, du spectacle, pour revenir sur le champ du concept, hein, donc de la pensée pure, quoi, bon, là, il y a un effet de pacification, un effet de rationalisation, hein, forcément, et de canalisation de la libido, donc un effet oedipien, quoi, proprement. Mais alors, comment produire cet effet-là? Donc, évidemment, en ne s'exprimant. Alors, il faut bannir du débat. Hein, quand vous êtes dans une discussion, il faut bannir le je et le tu, tout simplement. Il y a des pronoms personnels à ne plus jamais utiliser. Alors, sauf, évidemment, quand vous êtes comment dire, dans une relation intime ou je sais pas quoi, ou avec des gens de confiance. Mais si vous êtes dans un débat, à la machine à café, au boulot, ou je ne sais où, non, le je et le tu, c'est fini. Fini, 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 fini. Non, non, c'est en fait, et si l'autre essaie de vous entraîner là-dessus, hein, si vous avez affaire à un troll, enfin conscient ou inconscient, hein, parce qu'il y a des gens qui finalement sont pas très développés et qui subjectivent les débats, qui hystérisent le débat sans même s'en rendre compte. Hein. Il n'y a pas que des agents de la CIA quoi autour de nous. Je veux dire, il y a des gens qui sont juste en fait un petit peu, enfin, un peu émotifs quoi, enfin un peu passionnels. Mais bon, quand vous avez affaire comme ça à un troll inconscient, en quelque sorte, bon, ben voilà quoi, faut pas tomber dans le piège malgré tout. Et il faut donc, s'il commence à vous à placer le débat au niveau du jeu et du tu, bon bah faut refuser d'entrer là-dedans. Il faut dire, il faut répondre donc soit en convoquant une autorité extérieure, quoi, c'est-à-dire un expert, soit carrément des faits, du fait brut. Alors, le fait brut, bon, bah, on l'a jamais sous la main, hein, on se balade pas avec, je dirais un dossier ou je sais pas quoi, enfin un morceau je sais pas quoi, de guerre en Syrie, voilà. Donc le fait brut, souvent, il va être rapporté malgré tout par un média. Donc on va chercher à ce moment-là les médias grand public. Il faut surtout jamais sortir de ça. Donc soit c'est une autorité, hein, ça va être tel prof du CNRS, etc. Donc a priori, bon, voilà, neutre ou un académicien quelconque, je ne sais quoi. Ou alors effectivement un média considéré comme neutre. En fait, ils ne le sont pas du tout, hein, mais on s'en fout. Là, on est au niveau de ce qui est, comment dire ça, communément admis dans l'opinion publique. Surtout quand vous avez affaire à un troll inconscient, lui, en fait, réagit au quart de tour à ces stimuli. Hein. Les déclencheurs, si vous lui sortez un article d'un blog, bon, là, il va vous rire au nez. Si vous sortez un article de Égalité et Réconciliation, bon là vous êtes le facho de service, ça y est, c'est clair, c'est net, vous êtes mort quoi en fait là, il n'y a plus aucune possibilité de rétablir la situation. Donc voilà, donc il faut, alors ça suppose de limiter le champ de recherche en fait à des médias soit considérés comme des autorités, soit des médias neutres, façon par exemple les gratuits là du métro quoi, enfin ou les gratuits des transports quoi, 20 minutes ou tous ces trucs là, qui eux en plus sont pas suspectés d'aucune orientation idéologique. En fait, c'est totalement orienté, on le sait tous évidemment, mais bon, bref. Mais c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on épluche, quand on prend le temps d'éplucher tous ces médias grand public, bah, on se rend compte que de temps en temps, il y a une perle à prélever. Il y a un article qui dit la vérité, ou du moins qui ment pas trop, sur 40 qui mentent, mais de A à Z. Donc ça, il faut effectivement faire une veille, etc. Bon, je le fais pour vous, si vous n'avez pas le temps, donc voilà. Non, mais bon, enfin, on a tous des spécialités, voilà, bon. Donc, mais vous pouvez faire si vous avez la disponibilité, hein, c'est-à-dire effectivement chercher toujours les titres. Hein, j'en parlais l'an dernier. Trouver les bons titres. Hein, alors pas forcément les titres qui disent la vérité, mais au moins les titres qui nuancent le mensonge. C'est mieux que rien. Mais je veux dire, non, mais c'est c'est mieux que rien parce que fondamentalement, quand vous avez affaire à un troll inconscient, euh, vous pouvez pas tout de suite, enfin à la limite même un article du Monde hein, qui dit la vérité, un titre bien qui dit la vérité, quelque part si c'est trop en contradiction avec l'idéologie dominante, même si ça vient du Monde ou du Figaro, bon, non, il peut pas assimiler quoi. Donc il va falloir y aller lentement. Donc il faut d'abord déjà introduire en fait à finalement non pas la vérité, mais un mensonge nuancé. Voilà. Il faut lui dire, par exemple, je sais pas, dans une conversation à la machine à café sur la Syrie, ah oui, alors vraiment Bachar al-Assad, vraiment quel tyran, etc. Bon ben voilà, faut trouver, et ça existe, un article du Monde qui dit, oui, mais par exemple, l'accusation d'avoir utilisé des armes chimiques, l'ONU a dit qu'en fait c'était les rebelles. Voilà, bon, déjà ça nuance quand même pas mal. Et ça existe. On a eu des articles comme ça avec ce titre-là.
Donc ça, faut exploiter ça, quoi. Et là, bon, effectivement, il s'agit pas de dire, enfin, vous ne lui dites pas, oui, mais si c'est pas Bachar al-Assad, c'est Daesh, quoi, en gros. Ça, et Daesh, en fait, c'est Israël. Donc bon, voilà, là, c'est pas possible. Enfin, non, totalement impossible à assimiler. Donc en fait, bon, voilà, faut y aller lentement, quoi. Faut, c'est- voilà, donc les sources sont, enfin, c'est central. Je veux dire, dans notre travail donc de réinformation collective, hein, la source est quelque chose, comment dire, absolument central. Et ce qui revient, en fait, parce que bon, le troll va essayer de vous attirer sur son terrain, donc bon, ça revient finalement à ne pas l'attirer sur un autre terrain. Faut, en fait, finalement, en quelque sorte, un peu, je dirais, déraciner le débat, quoi. C'est-à-dire, il faut que ce soit en suspension, pour qu'il n'y ait pas, finalement, de possibilité de rabattre ce que vous dites sur une position, comment dire, identifiable. Vous devez être inidentifiable. C'est-à-dire, effectivement, dans un premier temps, peut-être pas inspirer la confiance, hein, mais au moins ne pas inspirer la méfiance. Si vous inspirez la confiance, vous êtes identifiable, mais ça c'est dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, il faut rester neutre. Mais quand on est neutre, on n'est pas identifié. On n'est rien en fait. C'est juste, voilà, Le Monde en 2012 disait que, en fait, l'ONU avait dit que les armes chimiques avaient été utilisées par les rebelles. Bon, bah, vous n'êtes pas identifiable quand vous dites ça. Vous êtes rien, en fait. Je veux dire, c'est juste, voilà, les autres qui disent que, et puis, a priori, c'est plutôt des personnes, enfin, des sources en position d'autorité, enfin, d'expertise. Je veux dire, bon, c'est pas moi qui dis ça, quoi. Maintenant, toi, le troll à la machine à café, bon, bah, tu te démerdes avec ça. Et en fait, la petite graine que vous avez plantée là dans son esprit, hein, puisque vous l'avez piratée là à ce moment-là, progressivement, elle va grandir, de toute façon. Rien de ce que l'on fait n'est inefficace. Tout ce que l'on fait a des effets. Enfin, tout ce que l'on fait, en fait, a des conséquences. Tout. Hein, c'est un peu comment dire, la théorie du chaos, voilà, le papillon là qui provoque un truc, enfin un cataclysme au bout du monde, quoi. Donc en fait, bon, tout ça, et puis bon, enfin c'est la sagesse populaire, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ou encore, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et puis bon, c'est Pierre Rabhi qui a repris ça avec le colibri, qui fait ce qu'il peut avec ses petites forces pour atteindre l'incendie de la savane. Donc le pouvoir, lui, sait très bien que les choses fonctionnent comme ça, hein, de manière capillaire, etc. Bon, c'est pour ça qu'ils passent leur temps à cogiter à comment empêcher tout ce que je vous dis, enfin comment empêcher justement cette réinformation capillaire de progresser. Puisque ça se fait beaucoup par Internet. Donc comment censurer Internet? Mais comment censurer Internet sans dire qu'on censure Internet? Voilà. Alors, en ce moment, on voit bien qu'ils cogitent à mort là-dessus. Donc tous les 6 mois, il y a un nouveau rapport. C'est pour contre le complotisme, contre la radicalisation. Enfin bon, ils sont en fait là en pleine ébullition en fait, hein. Donc parce que précisément, ils ont affaire au problème dont je vous parle directement, hein. Et puis eux, et en plus, ils ont la grille de lecture depuis des années, quoi, en fait, hein. Je veux dire, tout ce que je dis là, pour eux, c'est parfaitement banalisé, c'est dans leur méthode de travail. Tout ce qui est storytelling, compagnie, tout ça fait partie de leur pain quotidien. Donc, voilà, donc il faut ensuite, alors il y a aussi simplement, enfin une manière de faire, hein, ça consiste simplement à comparer, enfin à mettre les sources en comparaison, enfin en fait organiser le duel des sources. Parce que là, ça permet aussi encore une fois de décentrer par rapport à vous-même et surtout donc de dépassionner le débat. C'est-à-dire que vous pouvez même, comment dire, apporter de l'eau au moulin du troll. C'est-à-dire lui dire oui, oui, bah, enfin, tu dis ça, mais bon, effectivement, il y a un tel qui dit, enfin, par exemple, un bon moyen, par exemple, aussi d'embêter, par exemple, les trolls de l'OTAN sur la question ukrainienne. C'est en fait ceux qui, par exemple, bon, vous disent oui, effectivement, c'est les patriotes ukrainiens. Enfin, donc, effectivement, les réseaux Gladio, hein, donc couvés par l'OTAN depuis les années 40, hein, qui ont fait le putsch là en 2014. Le problème, c'est que en fait, l'extrême gauche soutient aussi Maïdan. Donc là, quand vous avez affaire en fait à un troll de l'OTAN, enfin des réseaux Gladio, quoi, en fait, c'est-à-dire plutôt d'extrême droite, bah, vous lui dites, mais là, tu me parles en fait de cette révolution colorée de Maïdan, l'Euromaïdan, comme étant finalement une révolution spontanée. Oui, donc, enfin, effectivement, comme tes amis de gauche le disent,
Et puis alors là, ça provoque un court-circuit, quoi. Parce qu'en France, c'est l'extrême gauche qui soutient l'Euromaïdan. Euh, alors, peut-être pas forcément. En Ukraine, c'est pas tout à fait ça. Mais justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de montrer progressivement, en fait, parce que là, ça permet en fait de faire réfléchir sur la base de cas concrets, et puis aussi de commencer à dévoiler tous les réseaux, précisément atlantistes, qui vont en réalité de l'extrême gauche à l'extrême droite. Parce que historiquement, bon, les réseaux gladiaux sont plutôt issus de l'extrême droite, hein, issus du nazisme, etc. Mais bon, au fil du temps, hein, et puis bon, les vieux mouraient, etc. Donc bon, il a fallu se rabattre aussi sur d'autres réseaux. Donc en Europe de l'Ouest, l'OTAN s'est rabattu sur l'extrême gauche. Et bon, ça donne l'antifascisme et toutes ces conneries. Euh, Là, tout le travail de l'OTAN en ce moment, c'est de faire fusionner l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc ils ont commencé en fait, hein, c'est-à-dire en gros, et là je vois par exemple dans l'extrême gauche française, l'extrême gauche française commence en fait à se passionner pour la question de la Crimée. Voilà, boum, ça tombe comme ça, on demande bien pourquoi. Bon ben voilà, c'est pour commencer à faire monter les tensions sur ce qu'ils appellent donc l'annexion de la Crimée. Mais là, en France, alors vous avez effectivement, bon, alors, les réseaux gladiaux d'extrême droite en France sont à moitié morts, enfin il y en a pratiquement plus personne. Mais bon, l'OTAN ne désespère pas de les réanimer. Donc on tombe à intervalles réguliers, hein, effectivement, sur des individus qui sont dans ces réseaux-là. Mais bon, massivement, hein, démographiquement, c'est quand même beaucoup plus extrême gauche aujourd'hui en France qui est sous contrôle atlantiste. Et donc voilà, alors enfin, pour provoquer justement en fait, enfin, en quelque sorte, enfin, des bugs en quelque sorte, hein, dans le logiciel, c'est-à-dire provoquer des courts-circuits, etc. C'est une bonne stratégie que d'utiliser en fait, de se placer enfin, la perspective du troll, tout en montrant que finalement ce sont ses ennemis déclarés qui tiennent son discours dans un autre pays, par exemple. Là, ça permet effectivement, enfin, ça a une fonction, on pourrait dire pédagogique, euh, qu'il ne faut pas, enfin, qui n'a pas forcément d'effet direct sur le troll en lui-même, mais en tout cas sur les spectateurs, les gens qui vous regardent. Parce que il y a ça aussi en fait à savoir, comment dire, évaluer. Hein. C'est-à-dire en fait sur un forum, vous n'êtes pas que deux. Il y a aussi tous les gens qui vous regardent. Et puis il y a des gens sincères, qui sont sincèrement trompés, mais qui vont voir que par exemple si vous mettez des sources en béton armé pour défendre, enfin du moins pour nuancer ce que dit le troll, ah, ils vont commencer à se dire mais oui en fait là j'ai affaire à un troll enfin j'ai affaire à quelqu'un qui s'exprime en son nom, hein, qui fait des grandes diatribes lyriques, etc. Oui, vous êtes un fasciste, vous êtes homophobe, etc. Puis en face j'ai quelqu'un en fait qui finalement ne dit jamais je, donc bon a priori position un peu d'humilité face aux faits, etc. Et qui se contente d'aligner des références qui viennent parfois même du camp du troll. Bon, là, il y a un effet exemplaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qui marche, hein, je le sais. Enfin, je l'ai remarqué en fait avec mes fausses identités sur Facebook. Je m'amuse à ça, voilà. Et après, j'ai des retours de spectateurs enfin comment dire ça, de la conversation, enfin zut, la joute, oui, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc j'ai une joute comme ça, en fait, où je me contente d'aligner, de faire du copier-coller. En face, j'ai un dingo, quoi, en fait, ou un agent d'influence, l'un ou l'autre, hein, je, je ne tranche pas. Et puis, oui, voilà. Et puis après, je reçois un message personnel qui me dit ah oui, d'accord avec vous, nanani, nanana, quoi. Alors que bon, enfin, je pouvais pas le savoir, quoi, en fait. Ou alors même ou des gens qui envoient des messages pour dire ah oui, mais vous pouvez m'en dire plus sur ce sujet. Bon là c'est que vous avez chopé quelqu'un là. Là c'est bon là, vous avez hameçonné quoi. Mais pour le bien, hein, évidemment, pour son bien, pour le vôtre et pour le bien de l'humanité. Donc voilà, donc c'est pour ça il faut chercher, il faut pas se placer sur un terrain particulier, hein, il faut être dans le neutre, enfin dans le rien, même pas parce qu'il faut même pas revendiquer la neutralité, quoi. Il faut juste dire voilà, il y a ça qui se dit. Voilà, vous dites ça, bah écoutez, je vous signale que il y a d'autres personnes qui disent autre chose. Voilà, comme ça, bon bah voilà quoi. Maintenant vous vous démerdez. Hein. C'est pas moi d'abord,
Je veux dire, c'est premièrement, vous dites que vous êtes de droite patriote et vous soutenez comment dire ça, vous soutenez l'Euromaïdan. Très bien, ben, de la droite patriote, il y a des gens qui disent autre chose et qui disent même qu'en réalité en Ukraine c'est une escroquerie complète et que le mariage homo est en cours, etc., etc. C'est pas très de droite patriotique tout ça. Enfin, je veux dire, les lois LGBT qui sont en train d'être appliquées en Ukraine, etc., etc. Bon, a priori, ou inversement, vous sortez effectivement un article d'un site d'extrême gauche, alternative libertaire ou autre, qui finalement converge totalement sur la menace russe, l'horrible Poutine, il faut arracher la Crimée des griffes de Poutine. Et là, bon, bah, d'un seul coup, vous avez la droite patriotique qui se retrouve finalement sur la même ligne que l'ultra-gauche dégénéré qui vomit officiellement. Officiellement. Après, bon, on ne sait pas trop finalement qui on a affaire. Voilà, il faut déplacer le terrain du débat. Il faut déplacer. En fait, c'est ce que disait Christian Salmon là sur l'auteur de Storytelling. Hein, il disait bon, voilà, quand on a affaire à des bons storytellers, enfin des gens qui sont forts dans ce domaine-là, c'est-à-dire des artistes du plateau de télé, comme dans le champ politique ou autre, il y en a. Hein. C'est-à-dire des bons improvisateurs qui savent bien mobiliser leurs connaissances, qui ont été bien briefés, tout ce qu'on veut. Bon, en fait, à ce moment-là, il faut déplacer le débat. Alors, on peut déplacer le sujet, on peut déplacer le terrain, etc., etc. Enfin, en tout cas, avec le troll, il faut effectivement ne pas tomber dans le subjectif. Et donc remplacer aussi, alors je pense que par il y a ceci et cela. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ou alors un tel a dit que. Voilà, c'est ça. Donc il y a ceci et cela. Donc ça c'est le côté, enfin c'est l'orientation sur l'objectivité pure. Ou un tel a dit que, hein, et il est de votre camp en plus. Quelqu'un de votre camp a dit le contraire de ce que vous dites vous. Enfin, oui, donc là, bon, on n'est pas dans la recherche de la vérité objective, on est simplement en train d'essayer finalement de troller le troller. C'est-à-dire en fait de produire des effets de sabotage de son propre système, comment dire, qu'il essaye de dérouler, hein, vraiment comme le train avance, quoi. Donc faut placer des bûches, quoi, en fait, faire dérailler son train, et ça peut consister en fait à trouver des sources qui émanent de son camp, mais qui disent le contraire, ou qui nuancent, etc., etc. Donc, d'où l'importance d'avoir un stock de sources sous le coude. Voilà, d'où le fichier que j'élabore depuis des années. Je vous invite à le faire aussi. Bon, finalement, je disais, oui, je peux vous le transmettre, mais faites-le vous-même, quoi, en fonction de vos intérêts, hein, ce sera beaucoup mieux, quoi. Parce que bon, si, enfin, je suis pas en train, j'écris pas un texte sacré, hein, donc je veux dire, le but, c'est que les gens soient autonomes, qu'ils se constituent leur propre stock d'archives, avec donc la ligne de code, hein, et puis ensuite le titre. Euh, et puis en fonction de vos intérêts, hein, parce que bon, vous n'avez pas forcément les mêmes intérêts que moi, et puis vous n'avez pas affaire au même public non plus. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas affaire à la même sociologie que moi. Donc, intuitivement, au bout d'un moment, vous allez comprendre qu'il vaut mieux orienter votre réinformation dans un sens plutôt que dans un autre, et dans un sens qui n'est pas forcément, enfin, que moi-même je n'ai pas capté, quoi. Donc c'est à vous de le faire, ça. Et donc, en fait, bon, alors il y a quelques conseils ultra simples, c'est juste un fichier Word, hein, en fait. Hein. Vous le datez. À chaque fois que vous le modifiez, vous le datez, en fait. Vous mettez parce que sinon, vous allez avoir plusieurs fichiers en plusieurs états, et puis les uns vont effacer les autres, enfin, ça va être le bordel. Donc, datez-les à chaque fois. Ça, c'est juste la précaution minimum. Et puis, bon, moi, je les classe par thème. Voilà, et rangés par ordre alphabétique. Hein, donc, A, B, C, D, donc Afrique, Asie, B, je ne sais plus ce que c'était, mais enfin bon, C, cosmopolitisme, D, je sais pas quoi, F, finance, etc. Voilà, bon, et puis bah, comme ça, premièrement, en fait, vous allez vous imprégner vous-même de tout ça. Donc, dans la conversation en famille, le dimanche après-midi, là, entre la pomme et le café, bon, ce sera beaucoup plus facile pour vous de claquer les références, quoi. Oui, enfin, quand l'oncle un peu truculent commençait en fait finalement à tenir le même discours qu'un antifa, bah, voilà, non, vous pourrez lui dire, bah oui, mais regarde, c'est ton journal de référence, c'est le Figaro qui dit ça. C'est pas moi, c'est pas moi. Voilà. Et donc voilà,
c'est important en fait. Enfin, il faut, c'est vous. Enfin, parce que là, bon, je suis pas là pour vous nourrir à la petite cuillère, quoi, en fait. Hein. Après, les gens doivent voler de leurs propres ailes, et vous devez comprendre que c'est pas pour moi. Enfin, que c'est dans votre intérêt. Hein. C'est donc voilà, donc et donc oui, voilà, il faut donc comme ce que je disais tout à l'heure, là, je pense qu'il faut éviter les sources iconographiques, hein, c'est-à-dire les vidéos, les photos, les espèces de dessins un peu bidonnés là, ou comment dire, qui transforment la tête des gens, tout ça, c'est des conneries quoi en fait. Non mais je veux dire, c'est rien, enfin je veux dire, ça fait pas avancer le débat. Donc bon, les vidéos, les photos, ça se truque beaucoup trop facilement. C'est pour ça que en fait, bon, enfin tant que les gens savaient encore lire, bon bah faut en profiter quoi. C'est-à-dire en fait, faut utiliser de la masse sémantique mais écrite. Voilà. Bon, quand les gens sauront plus lire, là effectivement, bon, on passera aux photos ou aux vidéos quoi. Mais bon, c'est tellement facile à truquer, je veux dire, c'est pas fiable quoi. C'est pas un matériau fiable. En outre, c'est un matériau qui a le défaut lui aussi d'hystériser le débat. Quoi. C'est parce que bon, il y a pas de réflexion avec des images. Enfin, c'est rien. On est dans l'impact émotionnel direct. Hein. Donc bon, pour moi, c'est à bannir hein, totalement. Quoi. Alors, on peut pas totalement bannir les images parce que quand on poste un article, forcément, souvent il y a une image en dessous. Quoi. Mais bon, je veux dire, en réalité, les gens regardent quand même beaucoup plus le titre et la source. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Donc ces sources doivent inspirer la confiance, hein, et donc il faut les adapter aux cibles. Donc si vous parlez à quelqu'un de droite, utilisez des sources de droite, hein, ou alors des sources de gauche pour montrer que finalement il y a peut-être des convergences entre la droite et la gauche, parce que en fait le but final c'est quand même d'exploser ce clivage droite-gauche, en fait, qui empêche vraiment de penser les choses proprement. Mais justement, alors pour ça, si vous avez fait affaire à quelqu'un de droite, hein, utilisez des sources de droite qui disent le contraire de ce qu'il dit, hein, ça existe, ou alors des sources de gauche qui disent la même chose que ce qu'il dit, pour lui montrer qu'en fait finalement, voilà quoi, c'est comme Pierre Gattaz, là, patron du Medef, qui est pour les clandestins. Voilà, quand vous produisez ça en fait à un antifa, enfin ou je sais pas, ou pas forcément un antifa, mais quelqu'un qui se prétend anticapitaliste, bon, soit il fuit. Hein, c'est simple. Soit il fuit, soit bon voilà quoi, il est piégé. Alors tout ce travail-là consiste finalement, quand on regarde bien, hein, quand je parlais de construire, enfin de prendre le contrôle des murs porteurs de l'esprit de votre interlocuteur, en fait, donc ça consiste à aller vraiment au-delà du contenu de ce qu'il pense, mais il faut toucher le contenant. Le contenant, c'est en fait c'est l'environnement. Hein, les murs porteurs définissent en fait l'environnement au niveau de la maison, quoi. L'environnement ou la toile de fond. Et c'est d'ailleurs tout le travail des médias, hein, c'est de définir la toile de fond. Ensuite, il peut y avoir des contradictions internes, mais on s'en fout. Enfin, c'est la toile de fond qui compte. Alors la toile de fond, c'est quoi? En fait, c'est la réalité. Hein, en termes de psychologie, on pourrait dire, ou de psychanalyse, en fait, ce qui constitue, enfin, c'est ce qui constitue en fait tout le domaine des normes, ce qui est normal, ce dont on ne doute pas, ce dont on ne discute pas. Donc en fait, c'est tout l'espace à l'intérieur duquel on pense. Donc c'est pour ça que je parle d'un environnement. C'est l'environnement mental à l'intérieur duquel on est autorisé à penser. Et donc c'est la réalité. Mais sachant que toute réalité est construite. Puisque c'est d'où les phénomènes de choc de culture. C'est deux réalités qui possèdent en fait des murs porteurs différents, hein, enfin, et qui constituent des toiles de fond différentes. Après, il y a toujours des communications possibles en fait, hein, sur certains points. Mais souvent, quand il y a vraiment un choc des cultures, que les gens ne se comprennent pas, c'est parce que les toiles de fond sont différentes. Ensuite, bon, le seul moyen de communiquer, c'est d'utiliser les contenus, c'est-à-dire des points ponctuels à l'intérieur de l'environnement. Et là, on peut réussir à s'entendre sur des points. Mais les environnements, eux, sont hétérogènes. Donc on peut converger sur des points ponctuels, mais sachant qu'on procède d'environnements qui, eux, sont définitivement hétérogènes. Et après, une fois qu'on est conscient de tout ça, on peut travailler hein, sur plus ou moins l'adaptation, la fusion entre les environnements, c'est-à-dire entre les toiles de fond,
pour réussir à faire des sortes de syncrétismes. Bon, enfin ça se fait de toute façon. Je veux dire, la France, c'est le produit quoi des invasions romaines. Ça a donné la Gaule romaine, hein, la culture gallo-romaine, et nous sommes des gallo-romains en réalité. Voilà, donc nous sommes déjà des hybrides en fait sur le plan culturel. Parce que, avant la Gaule romaine, bon bah voilà quoi, c'était les Celtes, etc. quoi. Donc là, bon, mais ça se fait. Alors ça se fait sur des siècles, etc. quoi. Donc il y a une adaptation, il y a des relativement pacifiques. Enfin, parlons de ça vers Vercingétorix, hein, parce que c'était si pacifique que ça. Bon, mais bref, en tout cas, bon voilà, c'est fait. Ensuite la question c'est, en fait, est-ce que c'est viable ou pas? Bon bah voilà quoi. Le résultat de la Gaule romaine est viable. Il a été viable en tout cas, enfin, et puis je pense qu'il le sera encore. Bref, ça a donné la France de 496 à 1789. Donc ça a duré à peu près 1500 ans, donc c'est bien la preuve que c'était viable. Sinon ça se serait cassé la gueule bien avant. Voilà, donc on peut pas fantasmer sur les identités pures, quoi. En fait ça n'existe pas. Je veux dire, les identités culturelles sont toujours plus ou moins des métissages, plus ou moins des hybrides. Maintenant il y en a qui sont viables et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, bon, l'identité française en tant qu'hybride de Gaule pré-romaine et d'invasion romaine, ça a donné quelque chose de viable. Bref, bon, ça c'était un petit aparté, là je sors de... Mais c'est de l'ingénierie sociale, hein, puisque aujourd'hui, effectivement, par exemple, un exemple bien connu, hein, c'est les déclarations de Hillary Clinton au Congrès concernant la création des Moudjahidines afghans dans les années 80. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam. Où elle dit, voilà, nous avons importé le wahhabisme en Afghanistan. Quand elle dit nous, c'est qui? C'est pas des musulmans, hein, c'est la CIA. Hillary Clinton aurait également déclaré dans ses mémoires publiés aux États-Unis: nous étions d'accord avec les frères musulmans en Égypte pour annoncer l'État islamique dans le Sinaï et le remettre entre les mains du Hamas. Il était même question d'annoncer la naissance de l'État islamique le 5 juillet 2013, et on attendait l'annonce pour reconnaître, nous et l'Europe, ce nouvel État. Le livre Hard Choice de Madame Clinton renferme d'importantes informations relevant auparavant du top secret, des décisions politiques d'une extrême sensibilité, des interventions et ingérences, etc. Rapporté le 21 novembre 2015 par le site Europe Israel News, terrorisme, Hillary Clinton aurait révélé que Daesh est une création d'Obama pour aider au développement des frères musulmans. Voilà, et ça a donné les talibans. C'est-à-dire qu'en fait, les talibans sont une création de synthèse, hein, de l'islam afghan, qui lui préexistait, et d'un islam wahhabite que les Américains ont été chercher. Donc c'est une greffe, c'est un bouturage identitaire, littéralement. Et là, bon, quand vous avez les codes de cette nouvelle créature identitaire, bon bah vous en faites ce que vous voulez, quoi, en fait, hein, puisque vous avez les codes, vous n'avez pas besoin finalement de les pirater, vous en êtes le créateur, vous êtes le programmeur finalement de la du nouveau programme, quoi. Donc ça, en fait, sur ces questions-là, on est toujours hein, dans l'ingénierie sociale, en fait, hein, mais là, bon, alors ça, et c'est pareil, alors là, bon, les Américains même exposent ces choses-là sur Internet, hein, directement, mais il faut aller chercher la source. Hein, donc là, bon, les sources, je les ai, hein, c'est par exemple l'US Navy qui travaille là-dessus. Et il y a des programmes en fait qui ont été élaborés depuis des dizaines d'années. Le programme Camelot, qui ensuite s'est transformé en Minerve, et c'est les noms en fait des programmes de travail sur les cultures et les identités que la CIA met en place et que le département d'État met en place, enfin c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères et que l'armée met en place. Parce que bah, voilà, quand ils envahissent un pays. Bon, je dirais pour que ça se passe bien, entre guillemets, est-ce que ça peut bien se passer, mais enfin, en tout cas pour que l'armée, enfin que l'envahisseur soit le moins rejeté possible, eh bien voilà, les Américains travaillent beaucoup sur la culture locale. Bon, enfin, mais ça, bon, tous les envahisseurs l'ont fait, enfin, je veux dire aussi à toutes les époques, hein, tous les colonialismes, à un moment ou un autre, ont dû réfléchir sur les cultures qu'ils commençaient en fait qu'ils colonisaient, pour essayer quand même de s'y adapter, et surtout, en réalité, d'adapter la culture locale à leur propre agenda, évidemment. Donc, et donc ça, bon, bah, il y a des travaux en fait, hein, et qui vont très loin en fait, hein, au niveau de la précision
hein, dans le piratage de l'identité des cultures locales que nous allons envahir. Dans un premier temps, ça se fait par le soft power, hein, on adapte des produits culturels qui vont vanter la culture, je sais pas quoi, américaine ou la culture occidentale, et puis bon, dans un deuxième temps, quand on envahit au sol, hein, puisqu'à la fin c'est ça en fait, d'abord bon les avions qui bombardent, et puis ensuite boum, on envoie les troupes au sol, bon là on construit les bases, et puis bon on continue le travail de transformation des cultures locales, afghanes ou autres, hein. Moi, je parlais de l'exemple afghan, et ces transformations sont définitives, hein. Je veux dire, la plupart du temps, hein. Enfin, je veux dire, en gros, bon, ce que les Américains ont créé de manière parfaitement synthétique en Afghanistan, c'est-à-dire les talibans, bon, a priori, c'est parti pour durer, quoi. Parce que même si les Américains se barrent, les talibans sont au pouvoir. Enfin, je veux dire, ils y resteront, quoi. Et, or, c'est quelque chose, enfin, voilà, quoi, c'est Ben Laden en Afghanistan, ça n'a rien de naturel, hein. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est pas venu tout seul, hein. Voilà, donc en fait, les identités ont une plasticité, il faut toujours le savoir, et donc elles peuvent être effectivement piratées, usurpées, et réécrites, et mixées, hybridées, tout ce qu'on veut, quoi. Et donc en fait, je peux construire votre réalité en piratant votre identité. C'est-à-dire, je vais construire votre toile de fond mentale. Et ça va consister en fait à poser ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Donc là, on voit que, enfin, pour reconnecter au titre de l'atelier, là, on est dans la réinformation, mais alors là, bon, là, c'est la réinformation de la réalité, quoi. C'est-à-dire, c'est de la création de réalité, quoi. Donc c'est au-delà de la réinformation ponctuelle. Là, je passe directement, enfin, ce que j'ai appelé un peu pour ironiser du reality building, construction de réalité complète. Ou on peut appeler ça du constructivisme aussi, hein. Alors après, oui, le constructivisme, etc., c'est très douteux scientifiquement. Le problème, c'est que ça marche. Après, bon, le reste, que ce soit douteux politiquement, enfin bon, c'est plus mon problème. Je veux dire, en fait, enfin, moi, mon point de départ, il est strictement scientifique. Je regarde ce qui existe, je regarde ce qui marche, et je vois en fait que l'ennemi applique toutes ces choses-là. Je veux dire, enfin, en gros, tous les programmes d'influence euro-atlanto-sionistes consistent en fait à travailler sur nos comportements pour en prendre le contrôle, les pirater et construire notre réalité à notre place. Voilà. Bon, et ça marche sur plein de gens. Donc à partir de là, bon, je n'ai pas en fait comment dire, à bouder, enfin ou du moins à faire des manières avec ça. Je veux dire, c'est politiquement c'est plus que douteux, mais bon voilà, ça existe, c'est tout, ça existe et ça marche. Donc je dois m'y intéresser. Déjà pour effectivement déminer, enfin pour en tout cas ou mettre au point des pare-feux, quoi, enfin c'est-à-dire des défenses. Et puis après tout, si un jour j'ai la possibilité, le faire aussi. Hein, je veux dire, pour sauver des arbres, en quelque sorte, autour de moi, c'est-à-dire pour reconstruire votre réalité, qui est en train d'être déconstruite, mais vous le savez, et puis éventuellement, même ensuite, quand on passera à l'offensive, pour détruire la réalité de l'ennemi, aussi. C'est-à-dire pour jouer sur, en fait, c'est tout son système, en fait, de toile de fond, comme je disais. C'est-à-dire prendre le contrôle des murs porteurs de l'esprit de l'ennemi, et commencer à les saper, et faire la démolition contrôlée. Ça, il faudra le faire un jour. Enfin, bon, pour l'instant, le rapport de force n'est pas en faveur de l'ennemi, mais il n'est pas en notre faveur non plus. Enfin, c'est bloqué, là, on est dans une guerre de tranchées. Mais voilà, il faudra le faire un jour. Donc là, j'anticipe sur ça, quoi, en fait. C'est-à-dire sur le travail qui nous attendra. Donc tout ça en fait, alors ça porte un nom aussi, hein, c'est en anglais c'est la groupthink, sur la pensée groupale, la pensée de groupe. Et donc en fait l'objet de l'ingénierie sociale c'est d'emblée la pensée de groupe. Donc c'est d'emblée l'échelle du groupe. Alors sauf dans les applications en fait de piratage informatique où là c'est réduit, la focale se concentre sur des individus. Mais là c'est le hameçonnage en fait. Mais le hameçonnage s'applique au niveau du groupe aussi. En fait c'est l'usurpation d'identité, c'est se faire passer pour la victime alors que bon on est le bourreau quoi, ou se faire passer pour la victime ou le sauveur, pour gagner la confiance, et puis bon, voilà quoi, ensuite les portes s'ouvrent, et là vous pouvez commencer à installer les bâtons de dynamite au niveau des murs porteurs de l'esprit du gogo, enfin du gogoy, enfin bref, du naïf qui vous a ouvert sa porte. Et donc, je vais vous exposer quelques techniques maintenant d'ingénierie sociale, donc c'est-à-dire des outils de conduite du changement.
Donc, il existe. Hein, là, en l'occurrence, c'est vraiment des choses que vous allez trouver sur Google, en fait. Hein, c'est sur Wikipédia. Hein. Je vais commencer par les 8 étapes du changement, selon John Kotter, qui est né en 1948 et qui est aujourd'hui donc, une espèce de gourou, hein, du management et de la conduite du changement. Alors, John Kotter, ça s'écrit K-O-T-E-R. Et donc, il a distingué 8 étapes pour, en fait, finalement, faire bouger un groupe d'un point A vers un point B. Le point A, c'est son point de départ, hein. Donc ça va être, on pourrait dire, en termes un petit peu identitaires, ce sera sa culture enracinée, quoi. Son point d'enracinement. C'est là où il est aujourd'hui. Et comment donc le faire passer de ça à autre chose qui n'est pas défini, puisque là on est dans une méthodologie pure, hein. Donc ça peut être pour le modifier, le transformer, hein, donc définitivement, hein, quand même. Ou alors ça peut être aussi pour le détruire, hein, tout simplement. Hein. Mais là, le contenu est vide, là, en fait. Hein, je veux dire, c'est juste la méthode. Donc, dans un premier temps, il faut impérativement créer un sentiment d'urgence. Premier point. Donc, stresser les gens, en fait. Tous les moyens sont permis, hein, tous les coups sont permis pour ça. Deuxième point, créer une équipe de pilotage. Donc ça veut dire en fait recruter une élite au sein de ce groupe, hein, ça revient à ça. Troisième point, développer une vision et une stratégie. Quatrième point, communiquer la vision du changement. Donc une fois que vous avez recruté votre élite, hein, votre minorité active au sein du groupe, donc vous développez la stratégie, hein, ensuite vous communiquez sur cette stratégie, c'est-à-dire que vous diffusez ce qui est, les résultats du brainstorming, quoi, en fait. Ensuite, responsabiliser les employés pour une large action. Alors les employés, parce qu'en fait, c'est essentiellement en entreprise, hein, que tout ça a été développé, mais ça peut être, au lieu de les employés, ça peut être les fidèles, hein, si on parle d'une religion, ça peut être en fait les autochtones, quoi, n'importe. Ensuite, générer des victoires rapides. Alors ça c'est important, hein, au niveau du tonus émotionnel, hein, il faut que, en fait, parce que ce nouveau groupe que vous êtes en train de créer, il est fragile au début, hein, parce que tout est nouveau, quoi. C'est une nouvelle culture que vous essayez d'implanter. Pour que ça prenne, hein, il faut évidemment que les gens soient contents. Parce que sinon, si en fait la transition, hein, c'est le terme de la transitologie, c'est ce que aussi les Américains conceptualisent ça, c'est comment faire passer, dans la perspective du régime change, des changements de régime, comment faire passer un régime d'un état dans un autre. Donc ils ont développé toute une méthodologie qu'ils ont appelée la transitologie. Donc la transition, elle est, c'est un moment délicat, hein. Il faut faire, parce que si effectivement les gens ne sont pas contents de ce qui se passe, c'est un échec, l'opinion publique est en désaccord et ça se désagrège très vite, quoi. Donc, et générer des victoires rapides, précisément, ça permet en fait de rendre les gens optimistes, ils sont heureux, ils sont contents, ils se disent finalement, on est en train de changer, mais pour un bien. Puisque voilà, c'est pour ça qu'il est important de générer des victoires rapides, donc sur des choses qui seront faciles en quelque sorte à faire. Faut pas chercher, faut pas se donner des défis dans un premier temps. Faut vraiment donc faire se lancer des petits défis, mais faciles à réaliser, et il faut surcommuniquer, hein, là-dessus, ensuite surmédiatiser les petites réussites, pour que l'ambiance soit positive. Hein, faut penser positif, quoi. Ensuite, consolider les gains et produire plus de changements encore. Donc là, ça suppose effectivement de communiquer à fond sur les victoires rapides. Et puis ensuite, ancrer les nouvelles mesures dans la culture d'entreprise. Hein, donc, et ça, c'est la dernière étape, hein, aussi, qui est toujours très délicate, c'est l'institutionnalisation. C'est-à-dire en fait la normalisation. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la question LGBT, hein, le mariage homo, là on est encore en période de transition en France, parce que c'est pas accepté en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu donc le choc là, en fait, en 2013. Comme vous le savez peut-être, en fait, ça n'a pas été voté puisqu'il y a eu des fraudes. Mais tout le monde pense que c'est voté, donc c'est comme si c'était voté. En fait. Mais admettons que ce soit voté. Là, en fait, c'est pas encore admis, c'est pas encore accepté. Et donc notre travail, c'est aussi de faire en sorte que
ce ne soit jamais stabilisé. Hein, que le mariage homo ne soit jamais, jamais, jamais naturalisé, en quelque sorte, c'est-à-dire normalisé. Ça ne doit pas rentrer comme la nouvelle norme. Ça doit rester une lubie, hein, et puis quelque chose d'instable qui de toute façon bon, sera dégagé un jour. Quoi. Ça doit absolument... Enfin, il faut maintenir le rapport de force. Parce que du jour où ce sera normalisé, on passera à l'étape ultérieure, c'est-à-dire en fait le mariage incestueux, le mariage avec, enfin, avec une bouteille, avec n'importe quoi. Enfin bon, enfin bref. Et là, en fait, bon, le pouvoir procède toujours de cette façon-là hein, aussi, donc par étapes graduelles. Et dès lors que quelque chose, effectivement, est normalisé, institutionnalisé, il passe dans la pensée de groupe. Il devient donc la nouvelle toile de fond. Voilà. Alors tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'un nouveau contenu soit intégré dans la toile de fond, dans le contenant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un nouveau contenu, le mariage homo, en fait, mais qui reste amovible hein, sur un siège éjectable, parce que c'est un contenu ponctuel, la toile de fond, elle, n'est pas encore touchée. L'enjeu de l'ingénieur social, c'est de faire en sorte que ce nouveau contenu soit, en fait, fusionné dans la toile de fond, et qu'il devienne même, à la limite, la toile de fond. Là, concernant le LGBT, je pense que c'est le but. Il faut que le LGBT, enfin, l'idéologie devienne la nouvelle toile de fond, le nouvel environnement de nos existences. Et que finalement, en fait, l'hétéronormativité soit expulsée de son statut de toile de fond, justement, pour devenir un contenu amovible. Là, c'est tout un travail très lent, en fait, d'inversion des normes, et d'inversion du contenu et du contenant. Parce que le contenu est toujours en situation précaire, enfin, en situation amovible, en situation de siège éjectable, quoi. Par rapport au contenant, qui, lui, est stable, évidemment. Donc c'est tout un jeu sur ce qui est stable et instable. Il faut inverser ce qui est stable, c'est-à-dire ce qui est normal, et ce qui est instable, c'est-à-dire anormal. Faire passer l'anormal, donc l'instable, comme nouvelle stabilité, nouvelle normativité. Parce que là, en ce moment, bon, on est là-dedans, en fait, au niveau du LGBT, au niveau mondial. Et bon, effectivement, donc les Américains cognent à fond, les Israéliens, les européistes, tout ça, là, sont en train de passer, comme ils voient que ça ne prend pas hein, par le hameçonnage, c'est-à-dire en fait par la manière douce, la séduction, là ils commencent à menacer de guerre. Hein, je veux dire, bon, Joe Biden a fait des déclarations martiales. Hein, il a dit attention, si vous n'acceptez pas, si vous ne protégez pas les droits LGBT, vous êtes inhumains et nous autres Américains, nous avons le droit, en fait, en gros, d'imposer des mesures de rétorsion. Donc, dans un premier temps, sanctions économiques. Si ça marche pas, bon, après, on y va, comment dire, à la bombe, quoi. Enfin, je veux dire, on y va aux armes de destruction massive. Donc, les 8 étapes là, que je viens de vous décrire donc, s'accompagnent d'outils stratégiques hein, qui servent à repérer les différentes personnalités et compétences au sein de l'entreprise hein, pour former cette nouvelle élite. Selon la loi de Pareto, hein, en fait, hein, je veux dire, en gros, dans un groupe, il y a 20% qui font avancer, en fait. C'est-à-dire que 20% des groupes suffisent pour impulser la dynamique du groupe. Et les 80 autres en fait, bon, en gros, suivent ou obéissent, quoi. Et donc ça, le recrutement donc des élites, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, en fait, si vous êtes en quelque sorte missionné pour transformer un groupe, il va falloir vous faire des alliés. Donc ce seront, les 20% de Pareto, ce seront les cadres, en fait, hein, du nouveau groupe en cours de transformation. Ensuite, communiquer efficacement en travaillant le côté émotionnel, hein, évidemment, toujours. Parce qu'il faut aller vite. Donc, en fait, il faut être uniquement dans l'émotionnel. Et travailler les aspects comportementaux qui aboutiront à une modification d'attitude durable, quoi. Là, alors, pour me faire un peu plaisir, je vais peut-être vous rappeler un article de Jacques Attali de 2009, hein, au moment de la fausse pandémie HIV, pas HIV, qu'est-ce que je raconte, H1N1, oui. Bon, un lapsus révélateur. Et donc, Jacques Attali avait écrit un article publié dans l'Express le 6 mai 2009, hein, si la date est exacte, et intitulé Avancer par peur. Oui, oui.
Et en fait, il décrit toute la méthodologie là, c'est-à-dire en gros stresser les gens, etc. Quoi. Donc je vous lis la citation, les extraits de l'article. Alors, ouvrez les guillemets. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense, parfois intolérables, des boucs émissaires des totalitarismes, parfois futiles, de la distraction, parfois efficaces, des thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. Bon, il parle de santé puisque voilà, c'était la question. La pandémie qui commence, précoce, puisque en fait le sommet de la crise c'était en fin d'année, et là il en parle le 6 mai 2009. C'est-à-dire que ça venait juste de se déclarer au Mexique, donc en fait il préparait le terrain pour la France, puisque c'est à partir de l'automne, septembre-octobre, que il y avait, dans les gymnases municipaux, tout le déballage là avec les vaccins. Donc la pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Merveille. Yahvé a dit que... Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, oui, faux cul, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons. Afin qu'avant la prochaine inévitable, et il met inévitable entre tirets, afin qu'avant la prochaine inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et des vaccins. Équitable, Tout le monde doit être pucé aussi, Je veux dire, c'est au nom de l'égalité. L'égalité, les droits de l'homme, tout le monde a droit à sa puce. Ah oui. Sinon vous êtes un facho, vous êtes antisémite et homophobe. Si vous refusez le droit à être pucé, vous êtes tout ça. Vous êtes très très méchant. On devra pour cela, donc là pour que les vaccins soient distribués équitablement, on devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial, et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Fin de citation. Que dire, je veux dire, tout est là, quoi. Voilà, donc ça c'était le premier outil d'ingénierie sociale que je voulais vous présenter. Le deuxième, qui ressemble beaucoup au premier, et qui s'appelle la fenêtre Overton. En anglais, Overton Window. Du nom de son inventeur qui s'appelle Joseph Overton, O-V-E-R-T-O-N, qui était juriste américain, né en 1960 et mort dans un accident, ça arrive en 2003, quoi, donc mort prématurée, mais bon. Et donc ce monsieur est passé à la postérité pour donc son concept là de fenêtre baptisé de son propre nom, donc et qui en fait définit la fenêtre d'acceptabilité des idées. C'est-à-dire, c'est en gros la fenêtre mentale qui définit ce qu'il est acceptable de dire, donc de penser. Et on peut faire bouger cette fenêtre, mais lentement. Donc c'est comment violer à petite dose, quoi. Et c'est-à-dire que la fenêtre, en fait, c'est l'intervalle d'idées qui peuvent être acceptées par la société à un moment donné, et qui sont exprimées ouvertement par les politiques, sans être considérées comme extrémistes. Donc c'est un peu le consensus mou, quoi, en fait, qui définit en gros ce qui est largement acceptable par la majorité silencieuse. Donc bon, voilà, c'est toujours penser le groupe. Il faut toujours penser en termes comme ça de masse et de groupe, parce que bon, si on en reste à l'individu, l'individualisme est une éducation à la naïveté, en fait, surtout à la non-compréhension. Parce que tous les outils de psychologie comportementale utilisés par les services secrets, etc., ou par les fondations, visent tout de suite la masse, tout de suite. L'individualisme méthodologique là, de Raymond Boudon est une escroquerie intellectuelle. Le but c'est juste de tromper les gens, de les engager sur une voie de garage. Le libéralisme est une fiction déjà, concrètement, puisque bon,
l'individualisme méthodologique de Boudon, marche de pair avec le libéralisme qui n'existe pas, hein, premièrement, en tant que sa réalité économique ou sociale, hein, et qui est en réalité en fait juste un moyen en fait d'orienter les gens dans le mur, quoi, en fait, et surtout sur une piste totalement stérile intellectuellement, qui interdit finalement de réagir au système justement de contrôle social de masse, puisqu'on ne comprend plus, le paradigme, le mode de lecture, la grille de lecture des phénomènes n'est pas adapté finalement à la manière dont fonctionnent vraiment les sociétés. L'utilisation donc de la fenêtre Overton donc est à la base de la technologie de manipulation de la conscience publique, hein, en vue donc de faire accepter par la société des idées qui lui étaient précédemment étrangères, ou voire carrément diabolisées, quoi. Il s'agit en fait tout simplement de lever les tabous. C'est ça en fait le but. Et donc Overton avait décrypté l'évolution des idées donc aussi en plusieurs étapes. Donc la première, c'est quand les idées donc sont inconcevables. C'est-à-dire que inacceptables, hein, c'est ce qui est défendu, interdit. Ensuite, c'est quand les idées, le stade en fait d'acceptabilité suivant, c'est quand elles sont radicales, c'est-à-dire réprouvées, hein, mais finalement, bon, avec des réserves, ou du moins, en fait, avec une marge de tolérance, quand même. C'est-à-dire, on va dire, oui, mais bon, voilà, ils sont jeunes, ou alors ils sont bêtes. C'est pas ça, on commence, en fait, à comprendre, à tolérer, à accepter. La troisième, c'est quand elles sont acceptables. Elles deviennent acceptables. Ça veut pas dire que je les partage, mais elles sont acceptables. Vous avez le droit de penser ça. La quatrième, c'est quand elles sont considérées comme utiles, ou raisonnable, rationnel. Et encore une fois, utile, ça veut pas dire moralement désirable. Ça veut dire simplement, oui, c'est vrai que ça, dans certains cas, ça peut être utile. Vaut mieux s'en passer, c'est pas forcément bien, mais bon, voilà. Ensuite, cinquième, quand elles sont populaires, et donc là, bon, on commence en fait à les priser vraiment, quoi. En fait, à aimer ces idées, quoi. On n'est plus simplement dans, voilà, c'est bon pour les jeunes excités, ou alors c'est acceptable pragmatiquement, mais si on peut s'en passer, tant mieux. Non, non, là, on commence à les aimer. Et la sixième, la dernière, c'est la légalisation, tout simplement, dans les politiques publiques. Et donc là, dans les deux cas, hein, que ce soit pour les étapes du changement selon John Cotter ou la fenêtre Overton, on a en fait deux façons. En réalité, ça se ressemble beaucoup en fait. Hein, c'est vraiment. On a en fait deux décryptages, hein, comme deux descriptions, donc des étapes de la conduite du changement. Et comment on passe de quelque chose qui, dans certains cas, n'est même pas concevable, à quelque chose qui est plus que concevable, puisque c'est obligatoire, au bout d'un moment. Donc on passe... voilà, alors il y a plusieurs articles, en fait, qui traitent de ces deux décryptages-là, de ces deux, Cotter et Overton. Vous trouverez facilement sur Google, vous tapez fenêtre Overton ou John Cotter, voilà, vous aurez tout. Et on remarque alors que dans les deux cas, il faut parvenir à institutionnaliser le changement. C'est qu'il faut, en fait, que ce qui était donc du domaine de l'inconcevable devienne du domaine non seulement du légal, mais de l'obligatoire. Et donc de l'institutionnel, c'est-à-dire comment dire ça, de ce qui est comment dire, on est même au-delà du désirable en fait, hein, c'est-à-dire qu'on est dans la contrainte. C'est-à-dire on est dans si on ne le fait pas là, on risque la pénalisation ou la criminalisation. Donc on est vraiment là au bout du bout, quoi. En fait, c'est plus simplement la tolérance. Hein, c'est plus en fait un travail de fabrication du consentement à des nouvelles choses. On est dans l'obligation, donc dans la répression à un moment. Juridique. Juridique, oui. Ouais. Et puis si ça suffit pas, bon, voilà, c'est. Donc, et ce mécanisme donc d'institutionnalisation donc a pour synonyme la naturalisation, la normalisation et donc alors la naturalisation est quelque chose d'important parce que ça consiste, le mécanisme par lequel on fait passer pour naturel quelque chose qui est artificiel. Et donc là, je vais vous
parler donc d'un troisième outil d'ingénierie sociale qui s'appelle l'astroturfing. Alors ça n'a pas de rapport en fait avec l'astrologie ou le turf, enfin, c'est-à-dire les courses hippiques. En fait, ça vient d'une entreprise américaine qui fabriquait de la pelouse artificielle, mais qui était semblable en tout point à la pelouse, enfin à l'herbe, enfin à la végétation naturelle. Donc, c'est bon, ça c'était repris comme ça. Alors, l'astroturfing consiste en fait à imiter la spontanéité. Et donc, bon, à la limite, je dirais que c'est quelque chose qui, enfin, c'est une attitude à laquelle nous sommes souvent conduits. On appelle ça de l'hypocrisie, ou, enfin bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces travers moraux, hein, qui sont décrits vraiment comme des défauts ou comme des choses à blâmer, des péchés, hein, dans les cultures traditionnelles, dans le consulting, dans tout ce qui est ingénierie sociale contemporaine, c'est totalement dédramatisé, quoi. Il n'y a plus aucun recul moral, quoi. Je veux dire, bon, voilà, quoi. On utilise tous les défauts de l'âme humaine, sans scrupule, et puis, parce que c'est vrai que c'est utile, c'est efficace, quoi, ça marche, quoi. Et surtout, alors bon, après, on peut décrire scientifiquement, hein, de manière assez précise, on peut analyser, hein, donc en fait jusqu'aux éléments atomiques, hein, la manière dont tout cela fonctionne. Donc, comment la séduction fonctionne, hein, ça donne le hameçonnage, l'usurpation d'identité, voilà. Comment donc l'hypocrisie fonctionne, hein, donc on va parler d'astroturfing, et surtout, ce qui est amusant, c'est de voir que, en fait, il y a une sorte de recommandation d'usage industriel, hein. On passe en fait à la pratique industrielle de ces travers moraux, quoi. Et donc l'astroturfing consiste en fait, hein, à finalement institutionnaliser avant même l'institutionnalisation officielle. C'est en fait à produire les apparences de la naturalité, et à produire les apparences, finalement du consensus. Voilà, c'est normal finalement. Bon, donc, il y a, l'école de guerre économique a produit une plaquette sur le sujet en 2014, intitulée donc Astroturfing, enjeux, pratiques et détection, par Charles Ponsard sous la direction de Christian Arbulot. Donc, je vais vous lire quelques passages, parce que bon, voilà, quoi, il y a quelqu'un qui a fait le boulot, ça m'évite de le faire. C'est. Donc, l'astroturfing est une technique qui consiste à simuler la spontanéité d'un mouvement. Les motivations de ceux qui se livrent à ce type de pratique sont principalement d'ordre politique et économique, l'idée étant de justifier une prise de position en s'appuyant sur ce qui semble être la manifestation d'un sentiment majoritaire. Ça consiste donc en fait à s'exprimer au nom de la majorité. Même si personne ne sait ce que pense la majorité, on s'en fout. Hein, c'est ce que font les politiques là, sur les plateaux de télé, quand ils disent « les Français veulent que, les Français pensent que ». Mais, je veux dire, ils nous ont demandé notre avis. Non. Parfois, effectivement, donc, il y a des sondages qui apparaissent, bon, 1 sur 2 est bidon, évidemment, pour donner cette illusion que nous pensons quelque chose, ou que nous pensons autre chose, bon, peu importe. Donc, l'astroturfing peut être choisi ou subi, il peut être choisi pour venir à l'appui d'une stratégie de communication, mais il peut être aussi subi quand l'adversaire croit, à tort, que sa démarche s'appuie sur une adhésion générale. Donc l'astroturfing varie également selon son ampleur. Il peut concerner aussi bien des enjeux limités comme le trucage d'un sondage à la télévision, aussi bien que des enjeux militaro-diplomatiques dans diverses opérations, les révolutions colorées, hein, qui visent en fait à imiter la spontanéité d'une insurrection populaire, que bon, enfin c'est sponsorisé de A à Z par des gens qui suivent des formations, hein, c'est les tech camps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais qui sont en fait des sortes de séminaires de formation à l'utilisation des réseaux sociaux pour donner l'illusion d'un mouvement de masse. Hein, donc effectivement, ça consiste à se fabriquer plusieurs fausses identités sur Facebook ou sur Twitter, etc., à se retweeter soi-même, à tweeter celui qui est dans la pièce d'à côté en faisant croire que... Oui, parce que c'est des labos, en fait, je veux dire, ils sont plusieurs, quoi. Alors, tous les services secrets font ça, hein, je veux dire, enfin les Américains, les Russes, tout le monde fait ça, puisque, je veux dire, si on fait pas ça, on se désarme soi-même.
Hein, bon. Maintenant, je veux dire, il y a ceux qui font ça de manière offensive et ceux qui font ça de façon défensive. Il y a quand même une nuance, quoi, légère. Hein, donc, alors, il y a donc voilà, une technique qui s'appelle le persona management, qui consiste, alors donc, dans la déclinaison des nuances, des sous-chapitres de l'astroturfing, donc il y en a une, c'est le persona management. Un persona, donc, c'est une identité fictive stéréotypée. Donc c'est ce que vous allez créer hein, quand vous vous mettrez, j'espère, un jour, à faire de la réinfo sur Internet. Bon, enfin non, mais je plaisante, mais bon, c'est-à-dire que c'est un bon moyen. Enfin, ça coûte pas grand-chose en réalité de faire ça, puisque c'est juste en fait 10 minutes, 15 minutes pour se fabriquer un compte avec une identité fictive stéréotypée. Son but est de correspondre à un standard donné pour provoquer une réaction déterminée. L'usage d'un persona peut être légitime quand dans le cas de test d'un programme informatique ou d'une stratégie marketing. Oui, légitime, ça se discute. Enfin bon, en fait, quand c'est vraiment effectivement pour tester des choses, puis que ça sort pas d'un labo de recherche, oui, évidemment. Donc l'usage de persona en grand nombre pour induire une personne lambda en erreur constitue un usage qui peut être considéré comme contestable. Quand même. Les grandes puissances comme les USA, la Chine et la Russie, il oublie Israël, mais bon, bref, et puis la Grande-Bretagne, pratiquent cela à grande échelle, en appui de leur stratégie de puissance. Les révélations récentes d'Edward Snowden ont montré que la Grande-Bretagne, mille excuses, il en parle 3 lignes en dessous, que la Grande-Bretagne se lançait aussi dans ce domaine avec le guide Online Covert Action, d'une sous-branche des services secrets. Ce guide détaille toutes les actions possibles pour générer l'illusion de l'adhésion sur les réseaux sociaux, par exemple. Les diapositives présentées insistent particulièrement sur les mécanismes sociaux et psychologiques qui poussent l'individu à s'engager. Ce livret, alors voilà, parce que l'idée c'est toujours en fait de faire effet boule de neige. Hein. C'est en fait, en gros, bon voilà, donc je parle, la CIA va constituer une équipe de 10 personnes qui sont chargées de recruter 100 personnes. Recruter pour les services secrets, ça veut pas dire que la personne recrutée est consciente. Je veux dire, en lisant des bouquins sur les services secrets, Mossad ou autres, en fait, c'est ce qu'on apprend. C'est-à-dire que le Mossad peut vous considérer comme un agent du Mossad, vous traiter en fait comme un agent recruté sans votre accord conscient, à partir du moment où il considère que vous lui êtes utile. Et je dis le Mossad, mais parce que j'avais lu ça dans un bouquin sur le Mossad, là, de Viktor Ostrovsky, mais bon, le Mossad n'est pas le seul, ils font tous ça, en fait. Hein. Vous pouvez être considéré comme... Alors là, c'est la souveraineté absolue, quoi. En fait, on vous demande même pas votre avis pour vous considérer comme partie prenante du système, quoi. Et donc, voilà, à partir de là, bon, c'est pour ça, après, on peut s'autoriser, effectivement, enfin, moi, j'applique, en fait, ce que font les professionnels. Donc, je considère comme agent ennemi toute personne qui se met au service de la propagande euro-atlanto-sioniste. Mais directement, quoi. Je veux dire, que le troll soit conscient ou inconscient, on s'en fout. À ce stade, la différence s'estompe. Puisque les services secrets eux-mêmes estompent cette différence conscient-inconscient. Je vois pas pourquoi moi si, techniquement, je la respecte. Je respecte parce que, ensuite, c'est pragmatiquement, si je m'adresse à un agent d'influence conscient, je sais que je pourrais pas le retourner. Parce qu'il est payé pour faire ce qu'il fait, et qu'il a une gratification supérieure à celle que je pourrais lui donner. Bon, en revanche, si effectivement le troll est inconscient, si l'agent d'influence est inconscient, et qu'il est juste sous influence parce que c'est la mode, et que effectivement les services secrets ont créé sa toile de fond, là je peux le retourner. Et donc je vais mettre en application tout ce que je vous ai présenté. Tout ça, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc en fait, mais en tout cas, il faut savoir que effectivement, nous pouvons être à notre insu un agent américain, israélien, européiste, etc. À partir du moment où ces services considèrent qu'on leur est utile. Enfin, c'est stupéfiant en fait, mais c'est pour comprendre la politique aujourd'hui, il faut se placer à ce stade, hein, évidemment. Je veux dire, les gens qui manifestent dans la rue sont des agents aujourd'hui, la nuit debout et compagnie, les manifs, syndicales, même si le point de départ de la manif est juste, hein, évidemment, la loi travail est une directive européenne qui vise en fait à introduire toujours plus de chaos dans la société, donc il faut lutter contre ça. On luttera contre ça en sortant de l'UE, et certainement pas en fait en faisant des manifs ou des nuits debout, ça c'est rien. À partir de là, donc, nuit debout et
Et les syndicats, oui, en fait, mais c'est pire que ça. Ce sont des agents ennemis, directement. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés par la CIA, Bruxelles et le Mossad, enfin, pour aller vite, quoi, contre la vie humaine, quoi, enfin, contre les populations locales. Donc ce sont vraiment, il faut les traiter comme tels. C'est-à-dire, en fait, des outils, en fait, mais voilà, enfin, je veux dire, c'est... À partir de là, bon, ça... Alors, donc, pour comprendre ce qui se passe, il faut se placer à ce stade-là, déjà, premièrement, d'un point de vue purement scientifique, en fait, puis ensuite, aussi, pour savoir comment agir. Donc parce que voilà, bon, ça permet effectivement donc de dépassionner le débat et de savoir qu'on a affaire en fait à des zombies quoi. Enfin, je veux dire à des gens qui sont programmés. Il va falloir les déprogrammer. Donc ils sont implantés en fait déjà, enfin des implants mentaux quoi. Il va falloir les désimplanter. Il va falloir les déprogrammer. Il va falloir les pirater pour en fait réécrire leur programme qui a lui-même été piraté par les services secrets et compagnie et les agences d'influence mondialistes. Voilà, donc c'est bon. Alors évidemment, là, on n'est plus face à des sujets, quoi. On est pratiquement face à des robots, quoi, qui avancent dans la rue, là. Et puis, et voilà, il faut effectivement prendre le contrôle à distance de leur code source, et puis le bidouiller, le réécrire. Et ça, c'est faisable, hein. Enfin, je veux dire, si eux-mêmes ont déjà été piratés, parce qu'ils sont pas nés comme ça. Enfin, je veux dire, ils sont pas des cons, quoi. Je veux dire. Donc, s'ils sont devenus comme ça. Non, mais s'ils sont devenus comme ça, c'est parce qu'eux-mêmes ont été piratés. Alors, il y a une grosse opération de piratage, de neuropiratage de masse, qui s'appelle Mai 68, hein, qui a permis, effectivement, là, d'un seul coup, pouf, en fait, d'infiltrer le code source, en fait, de millions de gens, en l'espace de 3-4 ans, quoi, en fait. Bon, et là, en fait, tout notre travail, là, c'est de réécrire le code source des Français, quoi, en fait, sur une base dé-68arisée, quoi. Ce sera déjà pas mal, quoi. Après, on parlera du roi et tout, bon, là, on verra plus tard, mais non, je veux dire, c'est pour dire que bon, il y a une hiérarchie des priorités, là. Priorité absolue, c'est effectivement, donc, de dé-68ariser, quoi. Alors, je pense que là, ça fait déjà à peu près 2 heures que je m'exprime. J'ai encore plein de trucs à dire parce que c'est un sujet infini, mais bon, je pense que je vais vous libérer et puis bon, on peut continuer à discuter en haut, enfin autour d'un verre, quoi. Voilà, voilà.